Bonjour à tous. Mon nom est Alain Bourque, je suis directeur général d'Ouranos. Je suis encore une fois ce matin avec mon collègue de Futuract en Nouvelle-Aquitaine, en France, le docteur Denis Salle de l'Université de Bordeaux. Alors aujourd'hui, c'est le dernier webinaire d'une série de 4 webinaires qu'on a développés en collaboration avec Futuract et aussi avec le RECO, une autre organisation en France qui tente de faire avancer la science de l'adaptation et l'action en adaptation dans une autre région française. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin pour ce nouveau webinaire. Alors, aujourd'hui, la thématique va être significativement différente des 3 autres thématiques qui ont été abordées dans les derniers webinaires. Donc, on va parler davantage des enjeux économiques des changements climatiques et de l'adaptation, avec une emphase particulière sur les ports et les infrastructures portuaires. La formule est la formule sur laquelle on s'est stabilisé au cours des derniers webinaires, c'est-à-dire d'avoir 2 intervenants québécois, canadiens en fait, québécois ou canadiens, et 2 intervenants français pour pouvoir échanger sur les problématiques que l'on aborde chacun de notre côté. Naturellement, l'un des objectifs, c'est de pouvoir aussi explorer s'il n'y a pas des pistes de collaboration entre le Canada et la France dans ce contexte-là. Donc, Denis, je te donne la parole maintenant. Oui, merci Alain. Bonjour tout le monde. Moi, je suis très heureux qu'on puisse poursuivre ce webinaire qui a connu jusqu'ici, je crois, un certain succès. Donc, moi, je représente Futuract, donc, qui est un réseau régional de recherche pour l'anticipation du changement climatique dans les territoires à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine qui est d'ailleurs jumelée avec la province du Québec. Donc, il y a beaucoup de collaborations et celle-ci est particulièrement chère pour nous. Ensuite, le point que je voulais souligner, c'est qu'à la fin de cette séance, on aura un petit point d'échange avec vous, on l'espère, sur un bilan, sur ce qu'on a pensé de ces séminaires, et puis surtout aussi sur les perspectives qu'il faudrait ouvrir pour après. Et là, on sollicite vos suggestions sur des thèmes, sur des points d'organisation, sur votre propre contribution. Et donc, vous mettrez tout à l'heure vos suggestions dans le chat, j'espère, pour qu'on puisse amorcer cette conclusion qui va durer une dizaine de minutes, guère plus, à l'issue de toutes les interventions. Donc voilà, bon webinaire. Je redonne la parole à Alain pour qu'il introduise les premiers intervenants. Merci, Denis. En passant, moi, en fait, pour les 3 derniers séminaires, j'avoue que celui sur les indicateurs de la mesure du progrès là, intéressait beaucoup ici au Québec, puis je pense qu'en France aussi, il y a de l'intérêt, ça fait que déjà, c'est une idée. Et donc, je vous invite dans le chat aussi, effectivement, à lancer vos idées si vous avez vu autre chose ou encore si vous n'avez pas vu certaines actions et puis qui pourraient être développées dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas à le faire tout au long de ce webinaire. Alors, donc, le premier webinaire va être une perspective un petit peu plus macroéconomique de l'impact des changements climatiques, des enjeux d'adaptation. Donc, on aura un trio, un groupe de 3 qui nous présentera de la part de l'Institut canadien pour les choix climatiques. Donc, c'est une nouvelle organisation qui a été créée au cours des dernières années au Canada et qui, comme vous allez le voir, là, fait un excellent travail émergent là, sur l'évaluation de l'impact économique. Donc, Ryan Ness est tout d'abord présent. Il est directeur du volet adaptation à l'Institut canadien pour les choix climatiques. Ryan est donc directeur du volet adaptation. Il a été responsable de programmes d'adaptation à l'Office de la protection de la nature de Toronto et de sa région. Il a été également gestionnaire du Ontario Climate Consortium il y a quelques années. Il a un bac et une maîtrise en génie de l'environnement et génie des ressources en eau de Guelph et un doctorat en environnement de l'Université de Waterloo. Il est accompagné de Renaud Gignac et de Julien Bourque qui sont associés à l'organisation, à l'Institut. Donc, Renaud, il est expert en politique climatique, il est économiste, avocat de formation, il a travaillé au MELCC et au ministère de l'Environnement du gouvernement du Québec, dans le secteur privé aussi, dans le milieu universitaire et dans des organismes à but non lucratif. Et Julien est associé de recherche, il a travaillé à Ressources naturelles, il a aussi travaillé plusieurs années à développer et mettre en œuvre des projets en lien avec la résilience climatique avec des communautés locales. Donc, à vous 3, je vous laisse la parole pour votre présentation
d'introduction à la question changement climatique et économie. Merci beaucoup, Alain. Euh, bonjour à tous. Comme Alain l'a dit, nous allons parler aujourd'hui sur notre recherche sur les coûts des changements climatiques pour le Canada. Comme mon français parlé n'est pas si fort, ce sont mes collègues Renaud et Julien qui feront l'essentiel du discours, mais je vais d'abord présenter brièvement le projet. Et on voit Renaud et Julien ici. Le projet n'a pas le but de comptabiliser de manière exhaustive tous les coûts potentiels des changements climatiques au Canada, mais plutôt de stimuler une conversation sur les implications d'un climat changeant en mettant en évidence certains de ses principaux impacts économiques. Alors, en soulignant la dimension monétaire des impacts, nous avons l'intention d'attirer l'attention des principaux décideurs qui ne sont pas encore conscients de l'importance des impacts physiques des changements climatiques et de l'importance d'investir dans l'adaptation pour prévenir les impacts et éviter les coûts. Et bien sûr, nous espérons renforcer le fait que l'adaptation et la réduction de gaz à effet de serre sont toutes les deux essentielles pour minimiser les impacts des changements climatiques. En développant ce projet, nous avons appris beaucoup de choses sur la façon d'examiner les coûts des changements climatiques et sur les coûts qui peuvent être quantifiés et ceux qui ne le peuvent pas. Alors, nos amis d'Uranos qui nous ont aidés tout au long de ces processus, Alain et Caroline et les autres, ont pensé qu'il serait utile de nous partager avec vous ce que nous avons appris. Alors, Renaud et Julien vous décriront notre expérience. Renaud. Oui, merci Ryan. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans les détails du projet comme tel, on a fait une revue de littérature et on a regardé les différentes approches d'évaluation des coûts des changements climatiques. Et c'est ce que je vous présente brièvement ici. Donc, on a identifié 5 grandes approches pour évaluer les coûts des changements climatiques dans notre revue de littérature. Le premier modèle, la première approche, ce sont ce qu'on appelle les Integrated Assessment Models. Certains d'entre vous sont certainement familiers avec ce genre d'approche qui est utilisée par le GIEC notamment, qui est utilisée pour calculer le fameux coût social du carbone, Social Cost of Carbon, qui est discuté chez nos voisins américains depuis l'élection de Joe Biden, mais aussi dans les politiques canadiennes. Donc, le Social Cost of Carbon a fait une moyenne des 3 modèles d'évaluation intégrés les plus établis, disons, dans la littérature, le modèle DICE, Fund et Page. Au début des années 2010, au Canada, la dernière évaluation exhaustive des coûts des changements climatiques dans toutes les régions du Canada et dans les plus grands secteurs d'activité a été réalisée par la Table ronde nationale sur l'économie et l'environnement, qui est un peu, en fait, en quelque sorte, l'ancêtre de l'Institut actuel au plan de la configuration. Donc, c'était un organisme de conseil du gouvernement fédéral sur les politiques climatiques. On a évalué, en fait, la table a évalué au début des années 2010 que les coûts des changements climatiques seraient de 21 à 43 milliards annuellement d'ici 2050. Donc, on a utilisé dans cette étude un modèle d'évaluation intégrée, le modèle PAGE. Et donc, c'est une approche qui permet, disons, de présenter à haut niveau les grandes catégories de coûts. C'est une approche de modélisation simplifiée là,
à l'aide de fonctions économiques qui présentent les coûts économiques, les coûts non économiques, comme par exemple les coûts de santé, qui sont toujours plus difficiles à quantifier, on pourrait y revenir. Le coût lié à l'augmentation du niveau des mers et les coûts liés aux événements météo extrêmes, donc les dommages dits catastrophiques. On est en cours de mettre à jour ces résultats. C'est le programme de recherche qu'on va vous présenter. On s'attend à ce que les coûts soient révisés à la hausse, à la lumière de ce qu'on connaît maintenant, de l'impact des changements climatiques et des rétroactions également entre les dommages aux infrastructures et les capacités productives de l'économie. Prochaine diapo. D'autres approches qu'on a évaluées là, dans la revue de littérature, il y a des approches de Integrated Assessment Models ou un modèle d'évaluation intégré qui ont un détail géographique ou sectoriel. Donc, c'est une extension de l'approche IAM pour ajouter une désagrégation de la géographie des secteurs ou de l'impact climatique. C'est une approche qu'on a considérée, mais qu'on n'a pas retenue. Troisièmement, on voit des analyses d'impact traditionnelles, là, impact économique, avec une évaluation économique de certains impacts non traditionnellement quantifiés. Donc, c'est une approche qui s'appuie sur une analyse des impacts biophysiques des changements climatiques et on applique différentes techniques d'évaluation économique pour monétiser les impacts biophysiques, comme par exemple l'approche de willingness to pay ou en français, willingness to pay. J'imagine que ça doit être, peut-être certains collègues dans la salle pourraient willingness to pay, donc propension à payer, j'imagine. Donc, on peut voir ce genre d'approche davantage au niveau sectoriel. Donc, ça pourrait être une approche qui est intéressante au niveau des ports ou dans le secteur agricole ou au niveau d'une région en particulier. C'est une approche qui est souvent utilisée. D'autres analyses qu'on voit là, qui quantifient les coûts des changements climatiques sont les analyses historiques. Donc, on regarde dans le passé combien de dommages ont été enregistrés à la suite d'événements météo extrêmes. On peut faire une moyenne dans la dernière décennie et tirer des conclusions pour le futur. Finalement, la prochaine diapo, la modélisation hybride, c'est l'approche qu'on a retenue. En fait, c'est une approche qui combine qui combine d'une part les résultats de l'impact de l'analyse bottom-up, donc une analyse riche en technologie et une approche de modélisation macroéconomique. Donc, en liant un modèle détaillé en technologie et un modèle qui regarde les grandes variables économiques comme le PIB, l'emploi, le niveau d'investissement, les dépenses gouvernementales, etc. Ça nous permet d'estimer les conséquences des changements climatiques sur l'ensemble de l'économie. Et de plus en plus, on voit ce type de modèle, du moins dans le contexte canadien, qui sont utilisés pour aider les décideurs à anticiper les impacts économiques des changements climatiques, mais aussi à modéliser des politiques de réduction des GES. Et donc, avoir quel serait le coût et l'impact, par exemple, sur les prix. Ça peut être les prix des facteurs de production, le prix des ressources naturelles, le prix du travail, parce qu'on s'attend à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Donc, c'est une approche riche qui, dans notre cas précis, a été développée par une firme de Vancouver qui s'appelle Navius. Et leur modèle s'appelle GTEC. Vous pouvez aller voir sur leur site web si vous voulez une description plus détaillée au plan technique du modèle GTEC. Et voilà, donc un élément important qui fait partie de notre programme de recherche et qu'on veut intégrer dans l'infrastructure de Navius, c'est l'inclusion des coûts non économiques, donc les impacts sur la santé, les impacts sur les écosystèmes. Et on va le voir, qui peuvent être significatifs par rapport aux impacts qui sont révélés par le marché, par des prix réels. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des discussions, disons,
subjectives sur la valeur à accorder, par exemple, à une vie humaine, mais la théorie économique fournit des outils pour, disons, approximer de façon la plus fidèle possible et surtout fournir des outils qui sont utiles à la décision dans un contexte où les impacts sur la santé sont appelés à être significatifs dans les années à venir. Maintenant, prochaine diapo. En fait, je vais maintenant parler des rapports de notre série sur les coûts des changements climatiques. Donc, c'est un programme de recherche qui se décline en 4 grandes étapes. La première et la deuxième sont complétées. Donc, la pointe de l'iceberg, c'est un rapport qui est disponible en ligne sur notre site web qui fait un tour d'horizon des grandes catégories de coûts qui, disons, pave la voie pour le programme de recherche qui s'en vient. Ensuite, les coûts des changements climatiques pour la santé. Donc, c'est un rapport qu'on a publié, en fait, la semaine dernière. Donc, c'est tout récent. Vous pouvez aller le consulter également. Et il y a 2 autres rapports qui sont en préparation. Un rapport sur les coûts d'infrastructure. Donc, on regarde non seulement les coûts de réparation des infrastructures, mais le rôle des infrastructures sur la productivité économique. Et c'est là qu'on peut voir des impacts économiques plus substantiels quand on commence à regarder la capacité de production économique qui pourrait être affectée par les changements climatiques. Et finalement, l'étude macroéconomique qui est prévue pour le printemps 2022, qui utilise ce fameux modèle de GTEC par Navius. Donc, ça fait le tour de notre programme. Je vais passer la parole à mon collègue Julien pour la suite. Merci Renaud. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc oui, pour la prochaine slide, Ryan, s'il te plaît. Donc, comme Renaud mentionnait, donc pour le coût des changements climatiques par rapport au rapport de iceberg, la pointe de l'iceberg, pardon. Donc, on a examiné non seulement les coûts futurs dans ce grand projet, mais on a également examiné des coûts des catastrophes liées au climat. Donc, et puis, on voit clairement ici là, que ça augmente de manière importante historiquement. Donc, on a utilisé des données du secteur de l'assurance. Et puis des données publiques aussi par rapport au transfert de paiement là, pour des catastrophes. Ensuite, la prochaine diapo, s'il te plaît, Ryan. Donc, pour le rapport de santé, encore une fois, on est allé avec on a une sélection d'impacts donc pour lesquels on savait que les changements climatiques allaient avoir une influence majeure sur la santé et puis pour lesquels aussi on avait suffisamment d'informations pour pouvoir projeter ces répercussions-là dans un climat futur. Donc, on s'est attardé vraiment quantitativement à la chaleur, les vagues de chaleur, la maladie de Lyme et l'ozone troposphérique, donc une composante importante du smog urbain notamment. Mais on ne s'est pas arrêté là, évidemment. On a regardé aussi des impacts émergents qui sont plus difficiles à quantifier, sinon même voire moins appropriés, mais qui sont tout aussi importants, sinon plus, comme la santé mentale, les impacts sur la culture, sécurité alimentaire des identités autochtones, par exemple, et puis la vulnérabilité même des infrastructures de santé. Et puis, on a vu que ça pourrait être des coûts dans le futur qui seraient voire plus importants que ceux qu'on a modélisés, qu'on est en mesure de modéliser. Donc, pour la slide suivante, quelques résultats ici. Donc, on voit l'ensemble des résultats de ce qu'on a pu modéliser donc pour la fin du siècle, donc 2050 à 2100. On voit que la diminution des GES reste très importante si on compare les scénarios à faible émission et à forte émission. Et puis, ce qui est important de noter aussi, c'est comme ce dont Renaud discutait par rapport aux coûts non économiques. Évidemment, c'est très important de les considérer comme on voit ici, donc les coûts de la mortalité par rapport aux chaleurs intenses et de l'ozone troposphérique aussi qui prennent la grande part là, des coûts qui sont sortis des modèles. Donc, évidemment, ça peut être une pente glissante, mais c'est certainement un outil à la décision qui est très utile. Fait à noter aussi, on voit que le deuxième coût en importance sont des pertes économiques, donc des pertes de productivité dues à la chaleur. Donc, dans le contexte où on est aujourd'hui, je pense que c'est important de le mentionner au niveau des ralentissements potentiels, soit dans les chaînes d'approvisionnement, ce genre d'impact-là qui pourrait amener un stress supplémentaire. Donc, pour la prochaine slide.
Donc, on voit ici un peu un zoom par secteur de l'impact sur la productivité due à la chaleur. Donc, on voit le top 3 ici, là, les secteurs manufacturiers, la construction et puis les transports. Donc, ça pourrait ajouter vraiment un stress supplémentaire au secteur des transports, en plus des dommages directs que les changements climatiques vont amener aux infrastructures, dont je vais parler à l'instant, Ryan, donc la slide suivante. Donc, ici, ça, c'est le deuxième rapport. Le troisième rapport sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Donc, on s'est attardé ici aux résidences, aux bâtiments et propriétés, donc l'impact des inondations côtières et riveraines, et puis les coûts que ça engendre, les systèmes de transport, donc les routes et les chemins de fer. On a regardé les dommages directs, mais aussi les délais qui sont associés à ces dommages-là. Puis on parle vraiment ici de, c'est pas dans les dommages extrêmes, mais c'est vraiment l'impact d'une augmentation de la température, d'augmentation des précipitations, et puis ce que ça peut causer comme augmentation des coûts en termes de maintenance à plus long terme. Et les systèmes électriques, donc les infrastructures de distribution de transport, les changements de capacité de production d'hydroélectricité qu'on aurait voulu inclure dans notre rapport, mais malheureusement, notre analyse n'était pas assez... on n'a pas pu aller assez loin selon ce qu'on voulait. Donc, on l'a laissé de côté pour l'instant. Et puis, les changements de la demande en électricité, notamment pour le chauffage et la climatisation des espaces. Donc, pour la prochaine slide, on va regarder un petit peu les résultats. Donc, la grande majorité des coûts pour ce rapport-là, on a vu que c'était au niveau des inondations, les inondations riveraines surtout, donc notamment parce que souvent les rivières sont à proximité des grands centres urbains, donc là où il y a beaucoup de valeur. Mais il faut pas sous-estimer non plus l'impact sur les côtes. À noter aussi qu'au niveau des côtes au Canada, donc il y a quelques provinces qui font face à des impacts comme ceux-ci, alors que les inondations riveraines, c'est vraiment toutes les provinces qui font face à ça. Et donc la slide suivante. Donc, c'est ce qui nous intéresse peut-être plus au niveau des impacts intermodaux. Donc, en partant d'un port, évidemment, toutes les marchandises doivent se rendre à l'intérieur des terres, soit par la route ou par les rails. Donc, on voit au niveau des routes, au graphique de gauche, que les impacts directs sur l'infrastructure sont très importants, beaucoup plus que les délais qu'ils engendrent. C'est important de noter que c'est vraiment une diminution de services qu'on observe au-delà des coûts physiques. Donc, c'est important de noter que les infrastructures elles seules, c'est pas ça nécessairement qui est important, mais c'est bien les services qui le donnent. Et puis, si on s'attarde au rail, le graphique de droite, donc c'est l'inverse. Donc, les coûts physiques sont minimes en fait. Et ce qui est important de noter, c'est vraiment les délais qu'ils engendrent qui sont très, très importants. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vais passer à la slide suivante. Pour les réseaux électriques, Ryan, s'il te plaît. Merci. Donc, désolé, j'ai pas eu le temps de traduire les graphiques et le tableau. Mais bon, ce qui est important de noter ici, je pense, c'est que les impacts au système électrique seront de deux fronts. Donc, pour le graphique de gauche, on voit que les différentes infrastructures de l'ensemble du système qui sont affectés. Donc, c'est surtout au niveau des systèmes de transport où on peut observer une diminution du transport d'électricité, ce qui peut affecter grandement la fiabilité du système s'il n'y a pas les investissements nécessaires qui sont mis. Et puis, d'un autre part, on voit une augmentation de la demande en électricité, notamment au niveau de la chaleur, donc pour le chauffage, la climatisation des espaces. On voit aussi des changements de demande de peak demand, demande de pointe, qui passerait de l'hiver à l'été dans certaines provinces, donc ce pourrait être problématique pour certains producteurs d'hydroélectricité à long terme. Et puis pour la slide suivante. Donc, les messages clés ici, quelques-uns qu'on a sortis de l'ensemble du rapport pour ce qui nous apporte aujourd'hui. Donc, il y a d'importantes implications pour les services fournis, comme j'ai mentionné, pour soutenir l'économie, mais aussi le bien-être, évidemment, des populations. Les coûts des délais qui pourraient être importants
c'est important de noter que dans ce que je vous ai montré, on n'a pas été en mesure de considérer les impacts plus larges pour l'économie. Donc, les coûts des délais sont strictement pour les opérateurs, les propriétaires de ces infrastructures. Donc, on peut imaginer que les impacts à l'économie seraient beaucoup plus grands. Et puis, les dommages directs aux infrastructures de transport d'énergie, comme j'ai mentionné, jumelés à une demande accrue, risqueraient vraiment de rendre plus difficile encore l'électrification de l'économie qui est nécessaire là, vers une route vers 2050 pour une économie net zéro. Et puis, ce qui est encore en suspens, Ryan, si tu peux changer de slide. Donc, il reste encore évidemment beaucoup de questions. Donc, quels sont ces impacts sur les chaînes d'approvisionnement et les interruptions d'activité qui pourraient être beaucoup plus importantes pour l'économie? Les impacts en cascade, donc les défaillances d'une infrastructure qui créerait la défaillance d'une autre, ce qui est très important aussi. Donc, on pense par exemple à la télécommunication qui peut engendrer de la défaillance des gestions des chemins de fer, une panne d'électricité qui affecte l'approvisionnement en eau, comme on a vu au Texas tout récemment. Et puis, les aléas climatiques qui sont plus incertains, qui sont plus difficiles à modéliser. Ici, je pense notamment aux tempêtes de verglas, aux feux de forêt incontrôlés, aux grands vents qu'on aurait bien voulu modéliser pour l'étude sur les systèmes électriques, mais malheureusement qui étaient trop incertains. Donc, pour la prochaine slide, c'est ce qui termine notre présentation. Donc, voici nos contacts. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions, d'autres éléments à nous amener. Donc, je pense qu'on passe à une période de questions maintenant. Ici, je passerai la parole à Alain, si je ne me trompe pas. En fait, je pense que je vais laisser Denis poursuivre. Parfait, merci. Alors oui, moi je vais rapidement vous poser une question, puis après on enchaînera et on ouvrira le débat plus largement. Moi je voulais savoir, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces approches de modélisation, mais précisément par exemple pour les inondations, c'est quel type d'entrée que vous mettez dans le modèle pour justement caractériser les inondations? Vous avez parlé des incertitudes pour les vagues de chaleur, mais quelles sont justement les informations, les types de données que vous introduisez dans le modèle pour caractériser ces aléas et ces vulnérabilités? Je ne sais pas qui va répondre. Julien, peut-être? Julien, est-ce que tu veux… Oui, j'allais passer la parole pour la modélisation. Je pense que c'est plus… Oui, je sais pas. Tu peux commencer peut-être, Julien, je peux fournir des détails s'ils ont besoin. Oui, je devrais retourner vers le rapport technique. On a notre contracteur qui a un rapport complet sur tous les intrants pour votre information qui sera aussi publié en même temps que le rapport de l'infrastructure. Mais pour les inondations, Ryan, je n'ai pas les réponses en tête. Non, je voulais pas, c'est pas grave. C'est une curiosité plutôt. Je veux dire brièvement qu'on a utilisé des modèles d'inondation de l'industrie de l'assurance. Est-ce qu'on dit en français? Ah, ok, oui, c'est bien, ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas les cartes d'inondation officielles au Canada ne sont pas complètes. Alors, on a dû utiliser d'autres informations et on a transformé les modèles de l'industrie d'assurance en réfléchissant la probabilité des inondations au futur avec les données, les résultats des modèles globaux du climat pour le Canada. D'accord, très bien, mais merci beaucoup. Donc, on va revenir tout à l'heure au débat et je pense qu'il y aura d'autres questions qui seront posées dans le chat. Pour l'instant, on va enchaîner avec la deuxième intervention. C'est celle de Sylvain Roche. Donc, Sylvain, je t'invite à partager l'écran pendant que je te présente brièvement. Ouais. Sylvain Roche est économiste, il est docteur en économie et actuellement, il est ingénieur de projet dans une chaire
qui s'appelle la chaire Trent, Transition énergétique et territoriale, qui est associée à Sciences Po Bordeaux, où il est également enseignant-chercheur. Et donc, ces travaux portent sur la construction des politiques d'innovation dans le secteur de la transition énergétique et territoriale. Et donc, il va nous faire une présentation là, dans les minutes qui suivent sur l'éolien en mer. Et donc, Sylvain, je te donne la parole pour une quinzaine de minutes. Ouais. Et ensuite, voilà, je reviendrai pour une brève question et on enchaînera une autre présentation. Là, c'est à toi. Vous voyez bien le PowerPoint là? D'accord, parfait. Bon, écoutez, un grand merci déjà d'être cet après-midi présent pour vous présenter un petit peu la dynamique de l'éolien en France et aussi en Europe. Donc, vraiment, la présentation aujourd'hui va vraiment s'axer sur la question économique. Je vais peu aborder les questions de l'appropriation et de l'acceptabilité de cette innovation, bien qu'elle soit intimement liée aussi au déploiement de cette filière. Je rebondirai aussi sur la présentation pourquoi les ports, pourquoi l'éolien en mer. Parce que je coordonne avec un collègue juriste le futur cahier énergie d'Aclimatera. Et dans ce cahier consacré à l'énergie, avec ma collègue Catriona Carter, qui est politiste à l'INRAE, nous travaillons actuellement sur une veille via des entretiens semi-directifs sur la transition énergétique des ports en Nouvelle-Aquitaine, qui, je vous rappelle, donc Bayonne, Bordeaux, Rochefort et La Rochelle. Mais vraiment, aujourd'hui, je vais vraiment axer ma présentation sur le potentiel de l'éolien offshore. Alors pour commencer de manière assez brève, un plan un petit peu technologique. Donc, l'éolien en mer est une technologie qui est souvent présentée comme émergente, à tort, sachant que le premier parc éolien en mer a été inauguré en 1991 au Danemark. C'était de la technologie posée. Donc, la technologie posée, c'est celle qu'on trouve, on va dire, au large de la plupart des côtes européennes et asiatiques. Donc, c'est une technologie effectivement mature qui s'appuie beaucoup sur les retours d'expérience de l'industrie offshore, l'industrie pétrolière. Donc, on peut aussi déjà comprendre pourquoi ce sont essentiellement les pays d'Europe du Nord, comme la Grande-Bretagne et le Danemark, qui sont des pays leaders, qu'on y voit déjà les transferts technologiques, les transferts de savoir-faire qui peut avoir lieu et qui a eu lieu. Il y a aussi une deuxième haute technologie, donc la technologie éolien flottante, donc floating offshore wind. Donc là, pour le coup, c'est une technologie beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus émergente. En France, actuellement une éolienne qui est en test au large du Croisic, donc dans les Pays de la Loire. Il y a aussi un grand parc une ferme commerciale, pourrait-on dire, qui est actuellement en cours de test au large d'Aberdeen en Écosse. Mais voilà, donc ces deux technologies éoliennes posées, qui encore une fois est une technologie mature, qui a 30 ans maintenant, 30 ans de développement, et une technologie beaucoup plus émergente, beaucoup plus nouvelle, qui est l'éolien flottant. Donc voilà, et je vous ai mis en bas un petit peu un schéma le plus grand public possible, qui vous explique un petit peu comment on est passé finalement d'une marinisation de l'éolienne terrestre à votre gauche, et petit à petit, via le retour d'expérience et aussi de la diversification industrielle de l'offshore, du pétrole offshore, on est venu vers des technologies beaucoup plus flottantes comme le floating offshore wind. Je dirais aussi, peut-être de manière à introduire, qui me semble assez important, pourquoi le Danemark. C'est aussi que l'éolien en mer répond à ce pays à une saturation de leur site terrestre. Moi, dans mes travaux, j'ai réalisé une thèse sur les énergies marines renouvelables. Donc, j'ai un petit peu étudié, j'ai fait un peu un benchmark du pourquoi, du comment, et comment expliquer le retard
de la France et la réussite d'autres pays comme le Danemark et la Grande-Bretagne. Et ce qui ressort, c'est que les pays qui ont réussi à développer cette filière, c'est à la fois des pays qui ont fait du transfert technologique sur des ressources qu'ils avaient déjà, telles que l'industrie offshore, et aussi, en prenant l'exemple du Danemark, ce sont des pays qui avaient déjà saturé leurs terres d'éoliennes terrestres. Donc, la solution qu'ils ont eue pour continuer leur transition énergétique, c'est d'envoyer en mer les éoliennes. Encore une fois, je n'aborde pas la question de l'acceptabilité parce que ce n'est pas forcément au cœur de cet après-midi de nos échanges. Les ambitions en France sont assez énormes. Donc, vous le savez peut-être, la France est quand même positionnée depuis la fin des années 90 sur cette filière. Il y a eu plusieurs appels à projets, d'appels d'offres qui visaient à développer cette technologie. Des grands industriels se sont positionnés comme EDF, comme Engie. Il y a eu des pétroliers aussi qui se sont positionnés comme Shell et Total. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, il n'y a toujours pas d'éoliennes installées en France. Sauf que les directives, la réglementation fait que la France va devoir accroître ses capacités d'énergie renouvelable dans les prochaines années, du fait bien évidemment des accords internationaux comme l'accord de Paris, mais aussi les directives et les contraintes issues de l'Union européenne qui visent à que la France, l'objectif, c'est d'arriver d'ici 2040 à diminuer à 50% sa production de nucléaire. Donc, les objectifs sont assez ambitieux. Je vous ai mis quelques chiffres que j'ai pu récupérer. Donc, Emmanuel Macron, il y a moins d'un an, enfin moins de 2 ans, a indiqué que l'objectif d'ici 2024, c'est de sortir un parc éolien d'1 gigawatt tous les ans, ce qui est assez colossal, avec l'objectif d'arriver à 6,2 gigawatts d'éolien d'ici 2028. Et les objectifs européens de la Commission européenne sont tout aussi ambitieux, comme vous pouvez le voir, sachant que l'objectif est d'arriver à 300 gigawatts en 2050. Chose qui est assez énorme. Les personnes qui travaillent sur l'énergie ont peut-être vu hier la note d'RTE, Réseau de transport d'électricité, qui nous a présenté son scénario actualisé de la cartographie énergétique de la France. Et on observe, on va dire, dans son scénario le plus optimiste envers les énergies renouvelables, il table sur 60 gigawatts d'éolien en mer en France d'ici 2050. C'est assez colossal, sachant encore une fois qu'en 2021, donc cette année, il n'y a toujours pas d'éolienne en mer, sauf que finalement, l'ambition est assez énorme, voire peut-être démesurée. Ça, on pourra en rediscuter plus tard. Comme je vous ai expliqué, donc, toutes ces réglementations et ces scénarios, ces projections en France sont mis dans un rapport cadre qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, telle qu'elle a été votée en avril 2020 par décret gouvernemental. Donc, je vous ai mis à peu près les grands objectifs inscrits dans la PPE, qui encore une fois s'inscrit dans un regard national. Donc, vous pouvez voir que finalement, l'augmentation de toutes les énergies renouvelables, enfin, que cette augmentation concerne toutes les énergies renouvelables, avec une bonne part concentrée sur l'énergie solaire et sur l'éolien, à la fois l'éolien terrestre et l'éolien en mer, avec tous les enjeux, encore une fois, d'acceptabilité, d'appropriation, qui, encore une fois, on est dans une période très difficile en France, où toutes les technologies renouvelables sont attaquées par des associations environnementales, par des oppositions, avec des arguments plus ou moins valables. Donc, il y a les chiffres que j'ai mis concernant l'éolien en mer. Et concernant notre région, la région qui nous concerne, qui est la région Nouvelle-Aquitaine, l'objectif, c'est d'aboutir à la construction d'un parc tel qu'il est acté par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, il a été ciblé au large de La Rochelle, du côté d'Oléron. Donc voilà, c'est le seul parc qui est actuellement acté par la PPE, par la DIRM en Sud-Atlantique. Pourquoi ? Pour des raisons essentiellement de ressources naturelles. On va dire que la classe des vents montre que la zone la plus
potentiel à recevoir de l'éolien en mer, c'est la côte charentaise, et aussi pour des questions de conflit d'usage avec d'autres activités, notamment des activités militaires. Vous le savez peut-être que sur la côte landaise et la côte médocaine, les industriels de la défense testent le nouveau missile Euromissile 51, qui fait qu'il y a une incompatibilité entre les installations éoliennes et des activités militaires. Donc voilà, pour aller assez vite. Je vous ai mis à peu près aussi une cartographie de la situation de l'éolien offshore en Europe, qui montre finalement l'extrême retard de la France sur cette technologie. Je n'ai pas forcément le temps d'expliquer ce retard, mais il y a plusieurs arguments qui peuvent l'expliquer. Donc, le lock-in du nucléaire, bien évidemment, l'absence d'industrie du pétrole, et aussi essentiellement qu'on a une énergie déjà décarbonée par le nucléaire et par l'absence d'industrie du charbon, qui fait que finalement, il y a moins une urgence de développer les énergies renouvelables que dans d'autres pays comme en Allemagne ou surtout en Grande-Bretagne. Donc, voici la cartographie, voici les chiffres. Donc, ce sont des chiffres de 2019. Je n'ai pas forcément les chiffres de 2020, mais j'imagine qu'il n'y a pas eu forcément d'ouverture de grandes centrales l'année dernière pour des questions de corona. Mais on peut voir vraiment le leadership des pays du Nord. La transition énergétique de l'éolien en mer se fait en mer du Nord. Les ports, on va y revenir, mais les ports réellement concernés aussi par cette transition, ce sont les ports de la mer du Nord, donc Aberdeen, Rotterdam, Anvers, Hambourg. C'est vraiment ces ports qui capitalisent à l'heure d'aujourd'hui le développement de l'éolien en mer européen. Alors, comme je vous disais, donc, il y a eu plusieurs appels d'offres qui ont eu lieu tout au long des années. Donc, il y a eu le premier appel d'offres de l'éolien en mer en France, c'est 2004 et pas 2011. C'est vrai que souvent, les industriels et les politiques présentent l'appel d'offres de 2011 comme le premier appel d'offres de l'éolien en mer, sauf que c'est faux. Le premier appel d'offres, c'est 2004. Donc 2004, le premier appel d'offres, 2011, 2013. Et le dernier, ça a été l'appel d'offres de Dunkerque, en région Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous pouvez voir à peu près déjà les capacités productives de chaque parc. Donc, Dunkerque, 500 MW. Et concernant le projet du côté de La Rochelle, il y a beaucoup d'incertitudes. On a pu échanger avec ma collègue Catriona Carter, avec la Commission nationale du débat public concernant ce parc. Et donc, on partirait soit sur un parc de 500 MW, soit un parc d'1 gigawatt. Ce n'est pas du tout acté encore par le ministère. En tout cas, il y a une volonté d'avoir une grosse production au large de La Rochelle, au large des côtes charentaises. Donc, comme je vous disais, donc le développement de l'éolien en mer en France est très lié aussi à la dynamique des ports. Pourquoi? Parce que les ports, ce sont des hubs énergétiques où se croisent aussi de nombreuses formes de mobilité. Ce sont des nœuds de mobilité où le ferroviaire croise bien sûr le naval, le fluvial et pourquoi pas aussi l'aérospatial, ou du moins l'aérospatial, ou du moins les transports par avion. On peut voir vraiment que le développement des parcs est lié aussi à la dynamique des ports. Donc, Saint-Nazaire avec le parc de 480 MW au large du Croisic. Saint-Brieuc, il y a un parc aussi au large des Côtes d'Armor. Fécamp, Courseulles-sur-Mer. Donc là, ils font appel à toute l'industrie normande avec aussi le port de Cherbourg. Dieppe-le-Tréport et Dunkerque aussi avec la puissance des ports normands. Je rajouterai aussi l'émergence d'une dynamique méditerranéenne sur cette question, à savoir qu'il y a 2 appels d'offres, ou du moins il y a 2 projets qui sont actuellement en cours au large de Port-la-Nouvelle et au large de Marseille, qui visent à développer des fermes tests. Donc des petites fermes, on est plutôt autour de 30-25 mégawatts pour pouvoir tester la technologie éolienne flottante. Donc voilà, c'est vraiment concentré, on va dire, au nord de la France
et dans la partie, pourrait-on dire, la partie occidentale de la côte méditerranéenne française. Voilà. Pourquoi cet intérêt, enfin, j'ai encore une ou deux slides. Pourquoi cet intérêt pour enfin l'éolien? C'est vraiment pour des questions aussi de compétitivité. Le coût de l'éolien offshore décroît de manière assez spectaculaire depuis plusieurs années. Personne, que ce soit les syndicats professionnels, même au sein même des ministères, que ce soit le ministère de l'Industrie, de la Creux, mais au sein même du ministère de l'Écologie, de l'ADEME, n'avait pas imaginé des prix aussi bas d'ici 2021. Donc finalement, l'éolien en mer qui était attaqué pendant 20 ans, notamment par le lobby nucléaire, on ne va pas se mentir, sur son coût économique, finalement, il est devenu compétitif, voire plus compétitif que le coût du nucléaire. Actuellement, on est sur un coût, si je me réfère au dernier appel d'offres de l'éolien en mer de Dunkerque, on a un coût autour de 50 € le mégawattheure, alors que le nouveau nucléaire de type EPR, on est plutôt sur des coûts de 100-130 € le mégawattheure. Finalement, donc c'est pratiquement un facteur 2, voire un facteur 3, ce qui rend finalement l'éolien en mer et plus largement l'ensemble du paquet des énergies renouvelables totalement compétitif face aux énergies fossiles, nucléaires, mais aussi de plus en plus face au charbon et au pétrole liquoreux comme le pétrole de schiste. Donc voilà, donc c'est vrai que finalement, cette manne, hein, ce bourgeonnement de projets pousse les ports à agir, à investir. L'objectif des ports, c'est de passer d'un port mono-énergie axé sur le pétrole à des ports pluri-énergie axés sur un bouquet énergétique basé sur des technologies green tech. Il y a aussi, ce qui me semble assez intéressant, c'est aussi les passerelles qui sont actuellement en train de se faire avec l'hydrogène. Parce qu'effectivement, il y a la mode de l'éolien en mer, mais il y a aussi la mode de l'hydrogène. Et les ports essaient de réfléchir à la production d'énergie verte, donc de l'énergie propre, pourrait-on dire, via des plateformes éoliennes en mer. Donc, il y a aussi tout un travail de réflexion qui est mené à Dunkerque, mais aussi en Méditerranée, pour pouvoir produire de l'énergie décarbonée au large et sur les ports, ramener l'électricité décarbonée sur les ports et en produire pour produire de l'hydrogène vert. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je n'ai pas forcément le temps, mais j'imagine qu'on pourra revenir sur les manques lors des questions. Très bien, ben merci beaucoup Sylvain. Je vais t'adresser une question qui était dans le chat et après on reviendra pendant la discussion. Peut-être une question de précision, c'est d'où vient cet intérêt pour l'éolien flottant par rapport au posé. Donc on imagine peut-être des conditions des intérêts technologiques. Est-ce que ça résiste mieux à des conditions extrêmes? Et puis de point de vue sociétal, on imagine que la réversibilité doit être un facteur d'acceptabilité, mais du coup, quels sont ces atouts de l'éolien flottant? Alors, il y a plusieurs atouts. Bon, la première atout, c'est des questions vraiment, on va dire, du potentiel énergétique. Une éolienne, plus elle est au large, plus les vents sont forts, donc plus elles sont efficaces. Donc, cette idée de pouvoir capter des meilleurs vents est un des facteurs explicatifs de l'intérêt de l'éolien flottant. Le deuxième facteur, c'est bien évidemment aussi des questions socio-techniques, des questions sociétales. On les voit moins. Comme elles sont plus loin, les questions paysagères se posent moins. Donc, ça rassure aussi les investisseurs et les industriels. Donc, comme une fois, l'éolien en France connaît énormément. Il y a beaucoup de très conflictuels pour des questions paysagères liées à des activités aussi récréatives. Donc, l'idée de pouvoir pousser l'éolien en mer à 50, à 60, à 50, à 100 km, voire plus, ça rassure aussi l'investisseur en disant on ne va pas forcément avoir les problèmes socio-techniques qu'on peut avoir avec l'éolien posé. Après aussi, pourquoi il y a de l'intérêt? Alors là, c'est de l'intérêt vraiment, on va dire, des stratégies de diversification industrielle
on voit aussi l'importance du positionnement des pétroliers. Total, vous êtes peut-être au courant, souhaite se réorienter. Ils ont changé de nom, maintenant c'est Total Energy, ils ont changé de logo. Et parmi les énergies qui valorisent, dans lesquelles ils souhaitent s'investir, c'est l'éolien flottant, parce qu'il y a vraiment une passerelle des transferts technologiques, des transferts de compétences qui existent sur les technologies flottantes, notamment autour du flotteur. Donc, on voit aussi l'intérêt actuellement des grands majors du pétrole et les parapétroliers comme ça, IPM, Shell, Esso, à investir dans l'éolien flottant. Donc, je vous dirais, il y a plein de facteurs sociétals, économiques, géographiques qui expliquent pourquoi on souhaite développer le flottant. Et c'est aussi la question de la ressource géographique. Pourquoi la Méditerranée souhaite développer le flottant? Parce que la caractéristique de leur sol fait qu'il ne peut pas développer le posé. Comme on est dans des fonds qui plongent de manière très rapide, il n'y a pas, c'est pas possible de développer des technologies posées, donc ils vont directement vers le flottant. Très bien, merci Sylvain. Il y a d'autres questions dans le chat qu'on va conserver pour la discussion tout à l'heure. C'est bien ça, Alain, on poursuit et on reviendra après sur la discussion. Alors, je vais proposer à Freddy la Justicia maintenant de prendre l'écran pour qu'il nous fasse sa présentation. Alors, je vais présenter Freddy la Justicia rapidement. Il est actuellement responsable d'exploitation au port de Bayonne, donc port de Bayonne au Pays Basque. Il va nous localiser ça, je pense. Donc, il a été pendant plusieurs années, pendant près de 20 ans, responsable qualité, sécurité, environnement à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, Pays Basque. Et donc, ces compétences, elles sont autour des compétences d'ingénieur, autour de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Et donc, je pense qu'il va nous parler des expériences de transition du port de Bayonne. Donc, Freddy, je vous donne la parole. Et bonjour à tous, donc du coup Freddy la Justicia, du port de Bayonne à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque. Vous m'entendez tous? Oui. Ok. Donc quand Colin m'a appelé pour participer à ce webinaire, on s'est posé la question si le port de Bayonne pouvait apporter quelque chose. Et je me suis senti un petit peu finalement petit vu la qualité des échanges que je peux noter là aujourd'hui. Et finalement, plutôt que de partir dans le purement technique, le port de Bayonne s'est engagé dans une démarche assez singulière et plutôt très très intéressante. Et en discutant avec Colin, on a décidé de faire un petit focus sur la démarche du port de Bayonne dans l'écologie industrielle territoriale. Alors le temps est très court, mais je pense que le but du jeu, c'est que vous compreniez bien les enjeux de cette démarche. Déjà sur le port de Bayonne en lui-même, c'est un port régional, donc il se trouve dans le sud-ouest de la France pour les outre-Atlantiques, donc juste à la frontière de l'Espagne. Nous avons la particularité d'être le port en France le plus éloigné du port voisin. Voilà. Donc nous sommes un petit port, mais qui a toute sa place dans le panorama des ports français et qui le restera. Donc du coup, la Chambre de commerce exploite le port, donc le charge et décharge des navires pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine. Et quand on se pose la question de l'impact du changement climatique sur les ports en général et sur le port de Bayonne plus particulièrement, on se dit pourquoi réfléchir à cette problématique sur les ports de façon un peu plus appuyée qu'ailleurs peut-être, comme dans une autre industrie lambda. Tout simplement parce que sachez que les ports sont des vrais catalyseurs de croissance. Quand on sait que 80% du volume du commerce mondial passe par les ports, voilà, vous avez tout compris. Le développement économique, s'il doit prendre un tournant ou un virage ou être impacté significativement par le changement climatique, il passera forcément par les ports, qui est un maillon essentiel des chaînes mondiales d'approvisionnement. Donc, si on casse ce maillon, si on casse ces chaînes, ça va être très compliqué de faire bouger les lignes et de changer nos modes de vie. Du coup, le port de Bayonne, lui, il est complètement légitime et crédible c'est même vital, je pense, qu'on s'engage dans une démarche de résilience de ce port. Effectivement,
nous sommes vulnérables par rapport au changement, par rapport au contre-coup des changements climatiques, on va dire, puisque tout simplement, on est sur, comme la majeure partie des ports, hein, sauf les ports intérieurs ou fluviaux, on est en zone côtière, donc vraiment très très exposé à la submersion, pour certains à la houle, comme nous d'ailleurs, et bien entendu au vent et au cru. Donc du coup, par rapport à ça, ben, on va avoir des objectifs de décarbonation et je répète, vraiment de résilience par rapport au changement climatique. Voilà. Donc un port durable et intégré, c'est tout l'enjeu d'une démarche. Et je crois que le dénominateur commun de toutes ces démarches-là, finalement, c'est le réseau, l'aspect local. Parce que qui dit port dit une multitude d'entreprises, d'industries agglomérées dans un, alors plus ou moins petit espace, mais finalement un espace assez réduit, où se concentre tout un tas d'infrastructures de transport, de poumons économiques, finalement un vrai petit territoire, un hub du panorama du commerce mondial. Donc là, on a un vrai territoire de jeu et d'enjeu, et le port de Bayonne en est un. Du coup, Freddy, excusez-moi. oui. Votre diaporama ne bouge pas, c'est normal? Non, c'est normal, c'était mon petit mot d'introduction. D'accord, excusez-moi. Voilà. C'est pas le problème. C'était mon petit mot d'intro. Du coup, on a décidé, puisque je vous parle de ce réseau, parce que je pense que ce changement-là, il passera par le réseau et par la sollicitation de tous les acteurs. Alors, ici sur le port de Bayonne et à plus large échelle sur tous les acteurs portuaires. Comment construire ce réseau? Ben, on s'est engagé dans une démarche d'écologie industrielle territoriale dont le seul but est de mutualiser et de faire travailler les gens ensemble sur ce qui est mutualisable. Donc les trois enjeux sont le bouclage des flux, donc comment économiser de l'eau, de l'énergie, donc prévenir ses consommations, consommer un petit peu moins ou produire un petit peu moins de déchets, avoir des impacts environnementaux et énergétiques bien entendu moindres, essayer de faire du local quand on peut et quand c'est intelligent, pas forcément à tout prix. Ensuite, s'appuyer sur les richesses locales, puisqu'on a souvent tendance, et nous les premiers, à aller à chercher ailleurs ce qu'on fait peut-être aussi bien localement. Et le point qui paraît peut-être un petit peu plus anecdotique, mais qui pour moi est tout aussi important, c'est la vraie coopération entre les acteurs. On a beau avoir des voisins qui font les choses très bien, nous on fait peut-être les choses très bien, mais on ne se parle pas assez, je crois. Donc ça, c'est un vrai support pour nous obliger à travailler ensemble et partager des choses. Donc, l'écologie industrielle territoriale, telle qu'elle est présentée par l'État, qui est soutenue par l'ADEME et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il se décompose en 3 niveaux. Donc, c'est un premier niveau où on va faire des diagnostics chez les industriels. Donc, aller faire un premier zoom, on va dire 2 mégapixels à peu près, pour avoir une photo d'ensemble sur les gros enjeux de cette industrie, à savoir qu'est-ce qu'ils ont à mutualiser, de quoi ils auraient éventuellement besoin, qu'est-ce qu'ils pourraient partager. Et là, si on trouve des leviers sur lesquels on va pouvoir appuyer, sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble à l'échelle de notre zone industrielle, ben on va les cocher, on va les pointer du doigt et on va essayer de créer des synergies. Le niveau 2, ben c'est tout simplement d'embaucher des personnes ressources. Donc une personne ressource qui va être chargée de dynamiser, de mettre en œuvre, de mettre en musique ces actions-là pour que derrière, on ait des vraies actions qui se montent. Et on va voir des exemples là à l'instant. Et la dernière action, c'est l'ADEME et la région et l'État qui nous ont mis le pied à l'étrier, qui nous ont lancé dans cette démarche-là en nous finançant au départ, nous lâchent. Et on se dit que cette démarche-là, elle porte ses fruits, elle est pérenne et elle se suffit à elle-même. Du coup, les économies qu'on fait peuvent suffire à financer des 1, 2, 3, 10 postes suivant la zone industrielle pour monter des opérations de ce type-là. Voilà, donc l'écoute des besoins, c'est aller faire un diagnostic en entreprise, donc ce qui a été fait en 2020. Ensuite, on partage les résultats et on met tout le monde autour de la table. Et là, le réseau se crée. On a vraiment commencé à créer un réseau sur le port de Bayonne, même si on se côtoyait. Mais là, on est spécifiquement sur la mutualisation et le travaillons ensemble pour l'avenir.
Donc là, on n'a que des industriels notables, hein, majeurs, on va dire, sur la zone, qui sont partants et qui sont prêts à mettre du temps, de l'argent et de l'énergie sur ce projet-là. Et ensuite, la troisième phase, ce sont les actions collectives, voilà, sur lesquelles on mobilise un petit peu tout le monde. Donc, on va créer des groupes de travail sur lesquels on va faire travailler les gens. Enfin, on a déjà démarré avec ces groupes de travail. Donc, le premier enjeu, qu'est-ce qu'on peut mutualiser sur une zone industrielle, spécifiquement sur un port? On va travailler sur les matières et les ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'ai comme énergie, est-ce que je peux mutualiser mes sources d'approvisionnement avec les entreprises voisines, ce qui se fait finalement très très peu sur les zones industrielles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mutualiser en termes de services, que ce soit des achats, que ce soit des services intellectuels ou de l'ingénierie, que ce soit des services de collecte de déchets, d'équipements industriels. Sur l'énergie, donc l'énergie, ben, les contrats, est-ce qu'on a peut-être besoin d'une chaudière biomasse qui alimente toute la zone industrielle? Et on va le voir tout à l'heure, c'est une des pistes. Et ensuite, la logistique et la mobilité. Et là, on a décidé de créer un autre groupe de travail, puisque logistique et mobilité, est le cœur du métier étant le transport dans le port. Voilà, c'est différent, la logistique et la mobilité. Donc, logistique plutôt approvisionnement et transport de matière et mobilité plutôt transport de personnes et personnel et infrastructures de transport. Voilà du coup les cinq groupes de travail sur lesquels on va travailler, et on a déjà, pour vous donner une image de ce qu'on peut faire, donc on a déjà des gens qui commencent à travailler sur la valorisation des résidus de soufre que l'on manutentionne en amendement agricole. Donc tout ça, à chaque fois qu'on pointera une action, ça va nécessiter des ressources en matière de prestataires externes, de financement. Donc c'est tout ça qu'il va falloir mettre en musique derrière. Aujourd'hui, on a des vraies bonnes idées qu'il faut faire avancer. Donc implanter un réseau d'eau industrielle sur une des villes du port, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'approvisionne en eau potable pour faire fonctionner des process industriels, alors que l'eau industrielle suffit largement à le faire. Donc c'est plutôt dommage. Donc on va travailler là-dessus et il y a de grandes chances que ça aboutisse. On va mettre des plateformes de mutualisation des achats en ligne, mutualiser la collecte et la gestion des déchets. Côté énergie, on a plusieurs industriels qui ont levé le doigt lorsqu'on a parlé d'une chaudière biomasse collective. Donc avec un réseau de chaleur. Derrière, on a bien entendu parler de la chaleur fatale, puisqu'on a des gens qui produisent de la chaleur avec des aciéries, de la métallurgie lourde, et d'autres qui en ont besoin, et qui ne sont pas forcément très, très éloignés. Donc est-ce qu'un réseau, est-ce que les communes autour sont intéressées? C'est toutes ces questions-là qu'on est en train de se poser. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène. Voilà, on a aussi des entreprises qui se doivent de décarboner leur activité. Donc là, on est en plein dedans, puisqu'on a des terrains et potentiellement des sources d'appro en hydrogène, qu'ils soient verts ou pas. Et ensuite, sur la logistique, des solutions de mobilité partagée, des liaisons maritimes entre les deux rives, puisqu'on exploite les deux côtés de la rive, et le report modèle, puisqu'on a la chance d'avoir des espaces ferroviaires sur tous nos quais. Voilà. Donc tout ça, c'est finalement le premier pas dans cette démarche. Et encore une fois, je vous répète, le vrai but, c'est de créer un réseau local qui va pouvoir avancer au fil du temps et pouvoir aller mettre en place des actions concrètes. Voilà. Donc je vais passer cette diapo très très vite parce que je crois que je dépasse un petit peu mon temps de parole, mais juste pour vous imager, voilà, on a déjà beaucoup de gens qui sont intéressés, qui sont intégrés et partant dans la démarche. Voilà, donc maintenant on attend l'arrivée d'un animateur pour catalyser tout ça. Voilà. Donc le port de Bayonne s'est engagé dans cette démarche et je crois que ça sera pour nous vraiment stratégique, alors qu'au départ on s'était dit tiens, voilà une petite action sympa sur laquelle on va mettre le doigt et on va regarder ce que ça donnera. Et petit à petit, ça prend tellement de place que ça devient purement stratégique pour nous et notre développement et l'aspect durable du port de Bayonne. Voilà. Merci, Monsieur Lajusticia, pour cette présentation fort intéressante. Et en fait, je m'étais même préparé un peu une question
avant votre présentation qui était autour des aspects de vulnérabilité, de résilience des ports, etc. Mais je réalisais en écoutant votre présentation que cette démarche-là doit certainement contribuer à la résilience des acteurs économiques, des acteurs territoriaux dans la région. En quelque part, là, vous disiez qu'il y avait très peu de liens historiquement, très peu de dialogue entre ces acteurs-là. J'imagine que ça, en soi, peut contribuer à une plus grande résilience de votre secteur économique. Donc, peut-être vous pourriez commenter là-dessus, mais je pose quand même la deuxième question autour des impacts physiques des changements climatiques, c'est-à-dire vous, au port de Bayonne et peut-être avec vos collaborateurs, est-ce qu'il y a des enjeux en lien avec les impacts directs, c'est-à-dire soit les tempêtes côtières, ou etc., ou encore des impacts indirects, c'est-à-dire les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement qui peuvent se produire s'il y a des impacts à l'étranger, qui peuvent changer les marchandises qui sont transportées, etc. Donc, je ne sais pas si vous vouliez commenter soit sur le premier volet ou le deuxième ou les deux. Non, je vais pouvoir répondre aux deux. Sur le premier, effectivement, sur l'aspect de la résilience finalement du territoire économique qu'on appelle de l'Interland sur le port de Bayonne. Alors, c'est un peu faux ce que je dis. Les gens se connaissent et travaillent en réseau depuis très très longtemps sur le port. Seulement, l'outil industriel, il est spécifique à chaque industriel. Et on a finalement peu d'exemples de partage et de mutualisation sur l'outil industriel. Tellement derrière chacun, bien, on est tous un petit peu pareil, hein, chacun derrière notre périmètre et notre clôture, ben, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas trop le temps finalement de partager ça avec le voisin. Là, vraiment, cette démarche, elle rentre dans les process et elle va ouvrir les clôtures finalement. Est-ce que, par exemple, une chaudière biomasse qui alimente toutes les industries, c'est jouable ou pas? Et ça, quand on implante une industrie, ben, on a plutôt tendance à regarder est-ce que moi j'ai besoin d'une chaudière biomasse? Si oui, j'en fais une, sinon ben, je fais autre chose. Voilà, donc c'est surtout sur ce côté-là effectivement, de la résilience collective, on va dire, qui naît aujourd'hui. Voilà. Mais les gens, effectivement, travaillent déjà en réseau et on va dire économiquement, ils se connaissent et heureusement sur une zone industrielle. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je pense que... Oui, tout à fait. Parfait, voilà. Merci. Et sur la deuxième question, alors on va dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt du cas par cas, même si on garde un œil sur ce qui se fait ailleurs. Le vrai impact sur le port de Bayonne, il est surtout lié à la montée des eaux par rapport au changement climatique. Et nous avons la chance d'avoir des quais complètement surdimensionnés, donc qui sont à plus 6 mètres du zéro des cartes marines. Quand on construit des quais, c'est comme ça qu'on les fait. Donc on prend des grosses marges de sécurité. Donc on n'est pas, parce que tout simplement on est un port soumis à la houle. Et depuis tout temps, finalement, la submersion, on va dire, on la prévient sur les ports. Alors ça ne veut pas dire qu'on est complètement hermétique au contre-coup des changements climatiques, puisqu'on garde un œil vraiment aiguisé sur un projet qui se mène au port de Bordeaux. C'est un petit port, un joli port du sud-ouest aussi, où ils sont en train de travailler sur, effectivement, c'est complètement le sujet, sur les répercussions du changement climatique sur le port de Bordeaux et les ports dans leur globalité. C'est-à-dire qu'ils vont tirer des conclusions qui seront aussi applicables à Bayonne qu'à Marseille, qu'au Havre. On a la chance, puisque c'est un port de la même région que le port de Bayonne. Donc, du coup, eux sont en train de travailler sur ces enjeux-là. Donc, on regarde. Mais effectivement, nous, le port de Bayonne, sur l'aspect submersion et inondabilité, là, on a localement aussi les agglomérations qui ont dressé des plans de prévention des risques d'inondation localement. Voilà, le port de Bayonne est plutôt bien loti et plutôt en haut. Et c'est surtout plutôt les points bas des agglomérations, des urbanisations qui englobent et qui incarcèrent le port qui sont impactés plus que le port et ses outils. Voilà. Par contre, l'embouchure du port de Bayonne, elle, est dimensionnée historiquement, ça fait très longtemps, ça fait plutôt pratiquement 50 ans qu'elle a cette configuration. On est quand même en train de réfléchir à rectifier l'embouchure, alors, et dans un souci de faire entrer des navires plus gros, puisque les navires sont malheureusement pour nous de plus en plus gros, enfin malheureusement je ne sais pas, mais en tout cas ils sont de plus en plus gros, donc on aura de plus en plus de mal à les accueillir vu l'étroitesse de notre embouchure. Mais aussi pour casser la houle qui déferle sur le port de Bayonne.
même si on a des chambres d'épanouissement, c'est-à-dire des espèces de vases d'expansion qui sont destinés à casser la houle qui rentre sur le port et qui peuvent fragiliser le maintien des bateaux lorsqu'ils sont à quai dans le chenal et dans le fleuve. Voilà. Voilà, donc pour répondre à votre question, finalement, anticiper les changements climatiques sur le port de Bayonne, ben, pas vraiment, puisque on est pratiquement à l'abri de la montée des eaux et des crues et de la submersion et de la température. Et derrière, on est aussi un port hub, c'est-à-dire c'est surtout du cabotage que le port de Bayonne fait, c'est-à-dire qu'il est plutôt approvisionné par des ports européens ou français que par des grandes lignes maritimes. Et quand je vous parlais des chaînes mondiales d'approvisionnement, et effectivement, les changements climatiques qui vont toucher ces chaînes-là vont avoir des répercussions potentiellement catastrophiques sur les délais d'approvisionnement. Nous, ça va être plus mesuré. Disons qu'on subira les conséquences finalement des grands ports maritimes en cascade. Voilà. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est quand même intéressant de voir que vous avez pensé à la vulnérabilité, l'analyse de la vulnérabilité, et que probablement que vous êtes avantagé par rapport à certains modes de transport compétiteurs comme le transport routier ou des trucs du genre. Donc, c'est certainement une carte à jouer pour l'avenir, notamment en lien avec le cabotage. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Puis d'ailleurs, donc, ça me donne l'opportunité de transiter vers la prochaine présentation. Donc, prochaine présentation qui va être donnée par Mme Manon d'Auteuil, qui est du port de Sept-Îles, à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, en face de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Donc, Mme d'Auteuil, si vous voulez partager votre écran pendant que je vous présente, parfait, merci. Donc, elle est directrice ingénierie et développement durable au port de Sept-Îles. Depuis 1999, elle est responsable du département de l'environnement suite à la création des administrations portuaires canadiennes. Elle s'est impliquée dans une panoplie d'initiatives qui ont permis de notamment faire rejaillir le port de Sept-Îles comme ayant un bon leadership dans les dossiers environnementaux notamment, en basant ses actions sur les partenariats, sur les activités en recherche et développement. Donc, Mme d'Auteuil a été impliquée notamment dans la formation de l'Alliance verte et par l'élaboration de toutes sortes de critères d'évaluation des programmes volontaires d'amélioration de l'industrie maritime. Donc, Mme d'Auteuil, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais attendre quelques secondes. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'ouvrir ma caméra, donc je vais la mettre en attendant de vous parler. Donc, merci beaucoup du temps que vous m'offrez pour faire la présentation aujourd'hui du port de Sept-Îles. Je pense par contre qu'on a perdu votre présentation. On voyait votre présentation affichée, là, on ne la voit plus. Effectivement, je ne sais pas pourquoi. J'ai comme perdu le contrôle. Ah, voilà, c'est revenu. Vous la voyez? OK. Ouais. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du port de Sept-Îles, mais aussi pour aller sur le passé, pour vous expliquer ce qu'on a fait, où ce qu'on est rendu et où ce qu'on s'en va pour le futur. Donc, ça va être complètement différent des présentations que vous avez eues avec les autres présentateurs. Donc, première des choses, je voudrais quand même prendre le temps de vous localiser où est cette île. Donc, on est situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à environ 1000 km à l'est de Montréal, ce qui représente environ 10 à 12 heures de route entre les deux. Et nous sommes aussi à l'embouchure de l'océan Atlantique et positionnés sur le 50e parallèle. On va faire un petit peu d'histoire. Je vais quand même vous dire d'où nous sommes partis. Donc, le port de Sept-Îles est l'un des plus anciens ports du Canada et sans aucun doute l'un des plus stratégiques par son ouverture sur le monde à l'année longue et la protection naturelle qu'offrent ces îles. D'abord nommées Shishedek, les îles vues de loin par les Indiens Micmac et officiellement reconnues sous son nom par les premiers pêcheurs basques qui le fréquentèrent. Il est appelé Ouachat, la baie ronde, par les Indiens montagnais qui, dans le temps, étaient ceux qui venaient le plus souvent.
Son nom actuel, il doit au découvreur du Canada, Jacques Cartier, qui, lors de son second voyage en 1535, après l'avoir désigné sous le nom de les îles Rondes, le désigne officiellement sous le nom de les 7 îles à son retour de Québec. Cette île, c'est d'abord son port, car les premiers habitants, Esquimaux, Indiens, Basques, Espagnols et Français, de même que Jacques Cartier et les premiers Canadiens qui vinrent par la suite, étaient tout simplement attirés par cette immense baie ronde dont les entrées sont cachées et dissimulées par des îles. Ils en faisaient leur refuge en cas de tempête ou pour se cacher d'ennemis toujours possibles dans ces temps de guerre, de possession de territoire et de protection de lieux de pêche et de chasse. Je vous ai mis en illustration des vieilles cartes où ce qu'on voit le fleuve Saint-Laurent et en Mortaise, on avait toujours des images de cette île comme étant un endroit pour aller faire de la traite avec les Indiens pour la fourrure et les pêches, mais aussi aller chercher de l'eau fraîche et aller se protéger pendant les tempêtes. Par la suite, c'est en 1904, dans la baie, pas très loin de Pointe-Noire, que fut construit le premier quai, le Gulf Pulp and Paper, comme terminus d'un chemin de fer venant de son usine de Clarté pour, naturellement, les entreprises de journaux en Angleterre. Une année après, dans l'Anse à la Sibylle, soit en 1905, une compagnie anglaise vendue aux Norvégiens en 1909, la Steam Whaling, construisait une cale qui servait de quai aux baleiniers qui approvisionnaient leur usine. En 1973, la gestion du port de cette île, avec toutes ces installations, fut confiée au Conseil des ports nationaux, devenu une administration portuaire canadienne en 1999 sous la direction d'un conseil d'administration. Je vous dis tout ça, c'est juste pour vous montrer comment on n'a pas une histoire quand même très longue, donc ça va pouvoir vous expliquer quelques décisions aussi par la suite. Par contre, le port de cette île est considéré le plus important port minéralier en Amérique du Nord et le troisième port au Canada au terme de tonnage avec ses 33,1 millions de tonnes en 2020. Fait particulier, le nombre de navires diminue alors que le tonnage augmente car les navires sont beaucoup plus imposants qu'il y a 50 ans. Voici une illustration schématique de notre chaîne de logistique en 2020. Vous pouvez constater que nous touchons tous les continents. Les lignes en bleu représentent nos importations et en rouge nos exportations. La plus grande partie de nos exportations est naturellement avec la Chine. À une dimension plus locale, voici nos liens avec les compagnies minières qui se situent au nord du Québec et du Labrador. À gauche, vous avez un agrandissement de notre lien avec celle-ci via une voie ferrée unique qui dessert toutes les compagnies minières se rendant à cette île. Les limites portuaires sont situées entre les deux grandes rivières. L'une d'elles, la rivière Moisy à droite, est une rivière à saumon de renommée mondiale. Les limites portuaires comprennent également les 6-7 îles situées à l'entrée de la baie de cette île. Les limites du port sont indiquées par la ligne pointillée, ce qui représente une superficie totale de 240 mètres carrés. Quant à elle, la baie en tant que telle a une superficie de 100 km². Les activités principales dans la baie de cette île sont réparties en deux secteurs distincts. La première zone est le secteur ville. Et dans ce secteur, près de la zone urbaine, vous retrouverez la compagnie minière IOC, propriété de la géante Rio Tinto, qui manutentionne 18,5 millions de tonnes de minerais de fer à ses infrastructures privées. Vous pouvez également remarquer le quai des pétroliers, le quai des croisières ainsi qu'un quai de fret général. Il y a aussi une marina, une industrie de pêche locale et d'autres infrastructures publiques. Voici la zone plus industrielle que l'on nomme le secteur de Pointe-Noire. Vous y retrouverez l'aluminerie Alouette qui produit 550 000 tonnes d'aluminium et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, un nouveau manutentionnaire de minerais de fer pour environ 10,6 millions de tonnes par année. Trois différents quais desservent cette zone. Le quai de Pointe-Noire, le quai de la Relance
et notre nouveau quai multi-usager. Voici notre zone d'ancrage pour les navires en attente pour aller à un quai ou tout simplement pour se mettre à l'abri. Donc, c'est le triangle qu'on voit dans le centre. Je vous ai mis aussi une photo des navires justement en attente. Je voulais quand même prendre une minute pour vous montrer une belle vue de la baie avec plusieurs navires à l'abri. On peut vraiment apprécier là, le 8 km de distance qu'il y a entre les deux rives. Pour le Québec, la fourniture d'électricité, ce n'est pas un problème depuis plusieurs années. C'est une des raisons pourquoi toutes nos installations ont été conçues et réalisées avec l'alimentation électrique, et ce, depuis le début. Donc, on voit quand même des installations à droite en haut qui datent quand même de 1963. Donc, c'est quand même depuis longtemps qu'on fait ces installations-là. Aussi, on a... pour nos utilisations, on a une alimentation électrique autant pour les locomotives à gauche, au centre pour nos remorqueurs, ainsi que nos véhicules utilitaires du port, ainsi que pour nos locataires. C'est aussi, vous comprendrez que c'est une des raisons pourquoi que notre port, lorsqu'on fait une vérification pour les GES, c'est vraiment plus les navires qui émettent à des GES, plus que vraiment nos opérations portuaires que nous avons. Et avec toutes ces activités, on se posait une question, est-ce que la baie est en santé? Donc, au fil des ans, on avait plusieurs études privées qui ont été menées par diverses organisations pour différentes raisons. Mais avec plus de 50 ans d'activité industrielle, il n'y avait toujours pas d'études permettant d'évaluer l'état global de l'eau et des sédiments, ainsi que les impacts potentiels et les effets synergétiques sur l'ensemble des écosystèmes. Nous avons eu recours aux chercheurs qu'on vous montre à l'écran, qui sont des chercheurs neutres scientifiquement pour réaliser des projets très ambitieux, dont, entre autres, l'Observatoire de veille environnementale. Les grandes industries de cette île, la Société du Plan Nord, qui est un palier gouvernemental, la ville de cette île et le port de cette île ont travaillé ensemble en partenariat pour financer cet observatoire, nous permettant ainsi d'avoir une image plus claire de l'état actuel de la baie et une meilleure compréhension de sa santé. En passant, les résultats sont quand même très positifs. L'observatoire, jusqu'à maintenant, fut un grand succès, mais ce n'est pas une fin en soi. En effet, les prochaines étapes seront de développer des indicateurs pour assurer un suivi rigoureux de la santé de la baie. Pour obtenir ces indicateurs de stress, le port de cette île, la ville de cette île ont décidé de rejoindre le projet pan-canadien CONI 2. Le port de cette île a poursuivi en soutenant aussi financièrement le Centre d'expertise en zone industrielle-portuaire, ainsi que la chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires industrielles et maritimes. L'étendue et la qualité des connaissances qui seront acquises dans le secteur de la baie de cette île et de la région de la Côte-Nord, résultant de ce projet de recherche, ainsi que les outils développés seront des atouts importants pour la gestion de l'environnement marin afin de s'assurer un développement durable. Ici, vous avez les principaux thèmes notons en particulier les études de courant, de vagues et de glace, ainsi que celles sur les changements climatiques qui sont les informations de base que nous avions de besoin pour faire justement cette planification-là. Nous avons aussi fait beaucoup de recherche et de développement lorsqu'on faisait des projets de compensation. Si on regarde à votre gauche, nous avons le projet de transplantation de spartine que nous avons fait dans la rivière Sainte-Marguerite en collaboration avec les Inuits de la région de cette île. Au centre, c'est une frayère à éperlan et à droite, des structures favorisant la croissance de laminaires et créant ainsi un abri pour la faune, dont les crabes des neiges et les homards. Donc, les pêcheurs sont très, très heureux que nous ayons instauré ces systèmes-là dans la baie de cette île. Nos recherches intègrent également les objectifs poursuivis par l'Alliance verte, qui est un programme d'amélioration volontaire en Amérique du Nord
créé par et pour l'industrie maritime. Il est à noter que l'Alliance verte couvre maintenant l'Europe depuis l'année dernière. Il est à noter que le port de Sept-Îles était le premier et le seul port avec des participants 100% Alliance verte. Même la ville de Sept-Îles a été et est toujours un supporter de ce programme. Nous sommes aussi un fournisseur d'incitatifs pour les navires ayant la certification Green Award. Nous avons établi les mesures de précaution environnementale qui intègrent les bonnes pratiques que nous devrions retrouver dans plusieurs projets d'entretien et de construction dans un port. Ils sont inclus dans tous nos baux et nos documents d'appel d'offres systématiquement. Donc, pour aller un peu plus dans les impacts sur nos opérations, vous pouvez voir à l'image de droite représente le terminal de Mont-Seigneur-Blanche qui est submergé à chaque année. Vous pouvez constater que l'eau monte quand même très loin sur celui-ci. Donc, je vous ai mis deux exemples avec des années et vous voyez l'extrémité du quai où on a des gens qui s'amusent des fois à passer en kayak par-dessus pour nous démontrer que le quai est vraiment submergé. De plus, lors des grandes tempêtes, les navires continuent de venir se protéger à l'intérieur de la baie, dans la zone d'ancrage, comme il y a près de 500 ans. De plus, la route de certains navires doivent modifier leur route afin de tenir compte des obligations de contournement ou de réduction de vitesse pour la protection des mammifères marins qui remontent maintenant jusqu'à nous suite au réchauffement de l'eau de l'océan. Les principales adaptations pour nos installations, naturellement, considèrent le rehaussement de certains quais, comme vous avez pu le constater dans la planche précédente. Et naturellement, on se doit de tenir compte de la quantité et des intensités des précipitations qui vont s'accroissant pour l'avenir. Naturellement, nous devrons avoir une coordination avec les navires, les ports, les paliers de gouvernement, ainsi que les fournisseurs d'énergie verte et de transition, donc l'électricité, l'hydrogène, le LNG, car des investissements importants sont à prévoir pour être capable justement d'offrir des ports qui auront ces facilités-là pour les navires. Et toutes les études et les recherches que nous avons réalisées vont nous permettre de mieux planifier notre futur en considérant les changements climatiques dans un développement durable. C'était notre présentation. Je serais heureuse de répondre à vos questions. Je voulais quand même spécifier, je vous ai mis notre site web, plusieurs des documents que je vous ai fait mention lors de la présentation sont disponibles sur notre site web sous l'onglet Environnement. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de présentation. Bien, merci beaucoup, Madame d'Auteuil. Denis, tu veux prendre la relève à partir d'ici? Peut-être que tu n'as pas de questions là. Moi, je vais peut-être en poser une, effectivement. Puis après, on va reprendre les questions qui sont dans le chat, si tu veux bien. Oui, effectivement, il y a effectivement plusieurs questions, même sur la toute première présentation qu'on pourra aborder collectivement. Oui, voilà. Moi, j'ai peut-être une question telle que vous l'avez présentée. Madame, finalement, il ne semble pas qu'il y ait des menaces très fortes finalement sur les infrastructures telles que vous avez présentées. Par contre, en termes d'innovation, à quoi vont ressembler les ports du futur au Québec? Et là, on voit l'importance de ce port, enfin, à la fois quantitative et puis stratégique. Qu'est-ce que c'est les grandes orientations vis-à-vis justement des changements globaux autant que les changements climatiques? Voilà, à quoi vont ressembler les ports du futur, d'après vous? C'est certain que nous, on doit en tenir compte. Comme je vous disais, on a fait plein d'études pour être capable de répondre à ces questions-là, parce que c'est sûr que de par notre situation, on se doit de s'assurer d'offrir des infrastructures sécuritaires et adaptées aux besoins de nos utilisateurs. Donc, naturellement, s'adapter
pour la captation des eaux de ruissellement, d'avoir des quais qui sont d'une hauteur suffisante justement pour contrer le rehaussement, en même temps d'offrir à nos navires la possibilité de l'électrification pour justement soit qui se connectent via électricité ou d'offrir les possibilités pour qu'ils puissent faire rechargement de ces navires-là, soit électriques, soit avec de l'hydrogène ou du LNG. Donc, il va falloir vraiment être capable de s'adapter. Présentement, on est en train de regarder au Québec, il y a certains, au Canada, il y a des ports qui offrent ce service-là à certains navires et au Québec aussi, le port de Montréal. Et nous, on regarde cette option-là, mais c'est sûr que c'est vers ça qu'on devra s'enligner. Malheureusement, comme je disais, on ne peut pas arriver puis le faire seul. Le port, c'est vraiment le moteur de développement, mais par contre, on ne peut pas le faire seul. On a besoin d'avoir la participation de tous pour être capable d'avoir des projets qui sont acceptables et qui pourront être utilisés. Je donne un exemple. Si advenant, on offre un service du shore power, comme on dit en bon français, non, mais l'électrification des navires, il faut que ce soit un tarif intéressant pour que le navire ait le goût de l'utiliser, première des choses, et par la suite, que ce soit aussi selon les demandes que lui a. Donc, il faut avoir une certaine standardisation aussi dans les connecteurs, des choses comme ça. Donc, on doit travailler tous ensemble là, pour être capable d'offrir ces possibilités-là et en même temps de diminuer les GES avec tout ça. Peut-être si je peux me permettre, Denis, une question pour Mme Dauteuil. Mme Dauteuil, pendant votre présentation, je me suis rappelé de quelques événements de glissement de terrain qui avaient perturbé là, les voies ferrées au nord. Là, puis je pense que c'est les voies ferrées qui alimentent, qui connectent les mines et les ports. Et donc, je me demandais si suite à ce genre d'événement-là, est-ce que ça a généré une plus grande prise de conscience des risques en lien avec la météo, le climat, etc., ou est-ce que c'était déjà présent, ou est-ce que ça a peut-être permis de reviser les évaluations de risques et tenter de trouver des alternatives, ou du moins tenter de diminuer les risques que ce genre d'événement-là se produise et perturbe vos activités? J'imagine que ça a perturbé un petit peu vos activités. Effectivement, ça a perturbé tout le port au complet parce que, comme j'expliquais, on a une voie unique, donc c'est certain que ça avait été un impact important. Naturellement, le propriétaire de la voie ferrée a investigué et a implanté justement des systèmes pour être capable de s'assurer que ça ne se reproduise plus. Donc, et pouvoir faire de la prévention. Mais c'est sûr que ça avait un impact important. Donc, on n'a pas le choix. Il faut être capable de voir les possibilités, d'où la raison, je disais, là, de bien connaître notre réseau pour être capable justement d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver puis être capable de faire des suivis ou des contrôles par rapport à ça. Parfait, merci. Très bien, ben, peut-être on va reprendre quelques-unes des questions qui figurent dans le chat. Alors, peut-être, il y en a une qui s'adresse à Ryan, Relot et Julien. Bon, il y a une question qui revient souvent, je trouve, sur les modèles, sur la question du changement d'échelle. Et est-ce qu'on peut trouver dans vos approches un bénéfice à une échelle plus régionale, voire certains sites, même des agglomérations? Est-ce qu'on peut aller vers ce type d'approche grâce à votre méthodologie? Alors, je ne sais pas qui c'est qui va prendre la réponse, prendre la question. Si c'est Ryan, Renaud ou Julien. Comme j'ai répondu à, est-ce que c'était Stéphanie et les autres, Sonia, nos méthodes peuvent être utilisées aux échelles plus petites, plus régionales. Oui, ce sont ça a seulement besoin des données qui sont plus spécifiques, plus détaillées pour le région ou le province ou l'État. Très bien, merci. Est-ce que j'ai appris ton question?
Oui, c'est bien. Parce qu'effectivement, toutes les régions chez nous, ici en France, se dotent, essaient de se doter d'outils de ce type, d'avoir une vision à l'échelle régionale. Et donc, effectivement, la perspective qu'on puisse avoir des modèles régionalisés, ils sont très intéressés pour conduire des politiques publiques, quoi. Donc, c'est très important ce que vous venez de dire. Ouais. Alain? Mais en fait, moi, l'une des questions que je trouvais très intéressante, Denis, c'est toi qui l'as posée par rapport à l'emprise foncière des ports. C'est vrai que les ports, même au Québec, c'est la même chose, ont souvent des très grands territoires. Et donc, effectivement, est-ce que ces territoires-là peuvent être utilisés pour préparer l'adaptation? Et puis peut-être ça fait aussi le lien avec quelle est la vision qu'on a des ports dans les années 2030 ou 2040. Puis encore là, même, je ne sais même pas si les ports réfléchissent à long terme comme ça, quoique honnêtement, les infrastructures qui sont mises en place sont souvent mises en place pour très longtemps, des très longues périodes. Donc, je me demandais, peut-être combiner la question de Denis qui demandait quel est le rôle là, des terrains ou de l'emprise foncière des ports-là, puis est-ce que ça peut jouer un rôle par rapport au développement futur et à un développement qui serait adapté au changement climatique, tant en termes de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre que de contribuer à des risques moindres pour les ports. Donc, en fait, j'ai Mme Dauteil devant moi, mais ça peut s'adresser tout à fait aux autres présentateurs, je pense. Je peux peut-être commencer. Ce qui est particulier, nous, c'est qu'on a certains territoires qui nous appartiennent, ainsi que des lots d'eau. Ce qui est particulier, ce n'est pas tous les ports qui ont cette possibilité-là. Et en plus, lorsqu'on a été créé, on a nos limites portuaires. Donc, on a un droit de regard sur tout ce qui se passe dans ces limites-là pour tout ce qui est navigation. Donc, à ce moment-là, on a quand même un droit de regard sur ce qui se fait. En même temps, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un moteur de développement. On est le point central. Il n'y aurait pas de municipalité s'il n'y avait pas de port. Donc, on l'a vu, là, c'est quand même l'avènement des industries qui a fait que cette île a grossi. Donc, on est vraiment le point central. Et c'est ce qui a fait aussi, comme l'exemple de l'Observatoire, c'est nous qui avons été le point central pour aller chercher les industries, leur implication, aller chercher avec la municipalité l'implication aussi du gouvernement et donc et aller chercher aussi un organisme qui peut nous garantir d'avoir des chercheurs qui sont neutres. Donc, je vous dirais que le port, c'est vraiment le point central. On peut faire des réglementations dans les limites de nos ports et la loi maritime du Canada nous permet cette possibilité-là. Donc, c'est pour ça que, comme je vous disais, notre intention, c'est d'arriver puis de travailler avec ce qu'on sait pour être capable de préparer l'avenir. Comme vous le dites, je viens de faire la construction d'un quai, on le finit là, à la fin du mois. Donc, c'est un nouveau quai. C'est certain que lorsqu'on l'a désigné, on n'a pas pensé pour 10 ans. On a pensé pour minimum 60 ans. Donc, mais c'est très difficile de faire un quai de 60 ans et plus si tu n'as pas pris le temps de faire toutes tes recherches et de faire tes études. Donc, oui, c'est super important. Puis, naturellement, on fait des plans pour 10 ans, mais lorsqu'on regarde pour une infrastructure, on pense toujours minimum 60 ans et plus là, pour être capable de voir ce qui est possible de faire. Mais le passé nous dit que j'ai un quai qui a été construit en 1963. Il était pour des navires de 60 000 tonnes et les gens disaient jamais, jamais, jamais on aura ça. Mais 50 ans plus tard, j'ai été obligé de le bonifier et de le grossir parce que là, maintenant, on a des 150 000 tonnes, donc 3 fois plus gros. Donc, oui, on a beau tout prévoir, mais on ne peut pas tout prévoir. Merci. Peut-être, Monsieur Lajusticia, peut-être si vous avez aussi des expériences à partager en ce sens pour votre part. Oui, de la même manière, sur tous les projets industriels, nous avons mis en place ce qu'on appelle une charte d'accueil ici. C'est-à-dire que tous les projets industriels passent sous le crible d'un comité de validation dans lequel on va retrouver des élus et qui confrontent tout ça aux projections sur le port, sur les projets 2030.
Donc, on va retrouver dedans toutes les anticipations liées au changement climatique. Derrière, on est sous le biais d'une délégation de service public, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a une des 3 zones, puisque le port de Bayonne est scindé est ventilé en 3 zones. Une des 3 zones qui sera dédiée dans le prochain cahier des charges aux énergies renouvelables. Voilà. Donc, voilà en partie comment le port de Bayonne s'arme pour le futur et comment il le prévient. Derrière, on a aussi l'obligation de suivre la feuille de route du propriétaire, qui est la région, donc qui travaille aussi sur ces problématiques-là. Et on va travailler, bien entendu, sur l'approvisionnement en GNL, sur le biomimétisme. Voilà, tout ça, c'est des axes des fiches d'action qui sont bien fléchées, sur lesquelles on ne peut pas déroger. Donc voilà, tous les projets qui arrivent sont triés et on ne peut pas y déroger. Donc on prend en compte la pérennité de ces activités-là et des zones complètement dédiées aux énergies renouvelables de demain. Voilà. Oui, ça rejoint, je pense, là, merci beaucoup Freddy. Ça rejoint aussi la préoccupation qu'évoquait Sylvain Roche dans son exposé. Sylvain, est-ce que tu veux dire un mot sur justement les stratégies énergétiques que pourraient mettre en place les ports, à la fois comme certainement pour leur propre alimentation, mais peut-être ils pourraient devenir, vu leur positionnement, des opérateurs importants pour l'énergie de demain, des énergies renouvelables. Qu'est-ce que tu en penses ? Les ports, ce sont vraiment des territoires laboratoires, ce sont des hubs pour construire la transition énergétique dans les prochaines décennies. Concernant le foncier, moi j'insisterai aussi, c'est quand même, en France, hein, si je prends l'exemple de la France, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui s'installent actuellement dans les ports pour construire les parcs éoliens en mer au large des côtes françaises. 2 exemples qui me viennent en tête, LM Wind Power qui a construit une immense usine à Cherbourg pour les parcs normands, et actuellement sur le port du Havre, Siemens Gamesa est en train de construire la plus grande usine industrielle dédiée aux énergies renouvelables en France. Donc c'est une forme aussi de dynamisme très important pour les ports, parce qu'ils vendent du foncier à ces industriels qui veulent s'installer. Mais aussi des enjeux aussi de compétences, on n'a pas forcément parlé. Est-ce qu'il va pas avoir aussi de nouveaux métiers qui vont se créer? Comment aussi envisager la transition des compétences, des savoir-faire? Comment on passe d'une activité qui a été très liée au pétrole depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et maintenant qu'on est dans une voie de décarbonation à la fois par les ports, mais aussi par les industries pétrolières, il va forcément falloir aller vers des nouveaux métiers. Donc, comment les ports aussi préparent cette transition, ça me semble assez intéressant. Mais je dirais, voilà, vraiment les ports, territoires laboratoires. Moi, quand je vois un port, je repense aussi à des îles. On a aussi cette idée d'avoir une approche systémique de la question autour des mobilités, de la production, de la consommation, parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais là c'est un petit peu aussi une limite qu'on trouve dans les ports, c'est moi les études que j'ai pu réaliser en France, on est quand même énormément dans la production, mais la question notamment de la baisse des consommations est peu présente. Et ça, c'est quelque chose de culturel, très culturel, parce qu'entre guillemets, on évalue la force d'un port via la consommation d'énergie qu'il consomme. Donc, il y a aussi une vision un petit peu culturelle à changer, psychologique, que les acteurs aussi portuaires doivent faire aussi leur évolution spirituelle, psychologique, culturelle autour de cette question de l'approche de l'énergie. Mais on retrouve la même chose, encore une fois, auprès des majors du secteur pétrolier et parapétrolier. Hein. C'est une grande révolution à faire, et ce qui touche aussi les ports. Je détecte ici quand même un message qui est quand même assez commun, c'est-à-dire le rôle qui peut être et qui est souvent très structurant des ports pour des communautés ou pour des régions entières au niveau économique. Puis ça me fait un peu penser à une étude qu'Ouranos a fait avec différents partenaires en lien avec des centres de ski. Donc, on faisait des analyses coûts-bénéfices en lien avec la vulnérabilité de centres de ski. Naturellement, les centres de ski sont peut-être davantage vulnérables
au changement climatique que les ports. Mais même les analyses coûts-bénéfices laissaient sous-entendre que, bon, oui, OK, peut-être qu'on peut investir pour sauver les centres de ski, mais le gain n'est pas si important que ça. Mais là, on réalise par la suite que quand on intègre l'impact économique sur l'ensemble de la communauté, sur l'ensemble de la région, on réalise que les impacts économiques ou les contributions économiques de ces acteurs-là, comme les centres de ski, comme les ports, etc., sont beaucoup plus importantes que souvent les études économiques le chiffrent lorsqu'on se cantonne exclusivement dans l'activité ski ou dans l'activité portuaire. Et je pense que plusieurs d'entre vous qui avez montré là, les ramifications et les liens que certains acteurs économiques peuvent avoir pour l'ensemble d'une communauté, l'ensemble d'une région. Alors, en fait, Denis, moi, je m'en allais vers la conclusion de cet événement-là. C'était peut-être un point que je voulais partager avec tout le monde. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as des points similaires. Mais non, tout à fait. Non, moi, je suis, voilà, je pense que c'était très, très bien de mettre en perspective ces expériences-là. On mesure aussi les différences d'échelle entre le modeste port de Bayonne et le gigantesque port de Sept-Îles. Mais ce n'est pas la première fois que quand on travaille entre la France et le Québec, on est confronté à ces démesures. On avait travaillé sur la Garonne et le Saint-Laurent. Mais malgré tout, on trouve des questions qui se posent et qui sont à partager. Et donc, c'est ça qui, je pense, était intéressant. Donc, effectivement, on peut s'acheminer vers, si tu veux bien, vers la conclusion. À moins qu'il y ait d'autres, une question peut-être, une dernière, que quelqu'un veuille poser, on peut encore la prendre, je pense. En fait, il y avait une question ici sur la considération des énergies marémotrices avec la houle, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être des énergies potentiellement intéressantes pour les ports du futur? Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent commenter là-dessus. Alors, oui, je peux rebondir. Alors, l'énergie marémotrice, c'est l'énergie, on va dire l'énergie marine renouvelable la plus mature, parce que bon, nous, en France, on a été pionniers dans cette énergie avec l'inauguration de l'usine de la Rance en 1967 par le général de Gaulle. Mais les retours d'expérience de la Rance sont très mauvais. C'est une installation qui a eu énormément d'impact environnemental. Donc, c'est qu'il y a les ingénieurs d'EDF réfléchissent actuellement sur ce qu'ils appellent un marémoteur 2.0. 2.0, le concept, c'est le concept des maréliennes, comme ils appellent au sein de la direction innovation et hydraulique. Mais encore une fois, on est vraiment dans une phase d'émergence, d'innovation. Par contre, il y aurait potentiellement un sens avec l'énergie houlomotrice. Ce qu'on peut voir notamment, il y a certaines expérimentations aux États-Unis et aussi en Bretagne, c'est la question des digues. La digue de protection des ports, essayer de les transformer, de faire du rétrofit finalement, via des installations houlomoteurs pour pouvoir récupérer la force de l'houle qui se casse sur cette digue pour aussi produire de l'énergie renouvelable. Mais on est dans des quantités assez mineures lorsqu'on compare avec un parc éolien offshore où on est de 500 mégawatts, voire maintenant à des projets qui dépassent le 1 giga, voire les 1 giga 2. Hein. C'est un plus, mais ça n'aura pas la capacité non plus de produire de l'énergie renouvelable pour une agglomération de 200 000 habitants. Et je me permettrai juste de rebondir sur ce qu'a dit Denis, qui me semble très important, qu'on n'a pas forcément abordé cet après-midi, sur les questions de gouvernance, et notamment, c'est ce qu'a pu bien dire Manon d'Auteuil et Freddy, c'est le rapport entre la ville et le port. Comment la transition écologique modifie aussi le rapport que le port entretient avec sa ville. C'est vrai que la dynamique, le processus de l'âge d'or du pétrole et la superconteneurisation des grands navires a eu malheureusement comme effet de séparer la ville et le port. Le port s'est éloigné de la ville, si je prends par exemple Marseille, et sauf que depuis une dizaine d'années, via le développement de l'écologie territoriale, de l'écologie industrielle, du développement des énergies renouvelables, on voit qu'il y a un nouveau rapport qui est en train de se tisser entre la ville et le port. Et ça, c'est un terme intéressant parce que pour le coup, il y aurait peut-être des études à faire ou des passerelles à faire entre les ports de la Nouvelle-Aquitaine, voir comment ce rapport se structure, et les ports de Québec. Le port de Québec, le port de Montréal, voilà, le port de Sept-Îles, qui me semble assez intéressant à aborder.
Tout à fait. Bien, merci pour ce commentaire-là, parce que je pense que ça fait justement le bon pont avec, avec les collaborations potentielles entre la France et le Québec. Je pense qu'avec Denis, l'idée au début, entre Futuract et Ouranos, de faire cette collaboration-là, c'était de la démarrer avec avec des webinaires, justement, pour donner l'opportunité à des gens des deux régions de présenter ce qu'ils font. Mais c'est clair, en tout cas, moi, c'est clair à mon esprit qu'on aimerait bien aussi aller plus loin. On a déjà des rencontres de discussion pour discuter d'aller plus loin. Donc, je ne veux pas, moi, personnellement, en dire davantage sur quelles sont les pistes pour aller plus loin, puis peut-être laisser davantage la parole aux gens qui sont dans la salle s'ils ont des idées par rapport à des thématiques à aborder. D'autant plus que, en fait, c'est peut-être moins le cas en France, mais au Québec, lorsqu'il se passe des événements de vulnérabilité majeurs, ben, on a souvent tendance à aller voir ce qui se fait en France pour savoir comment la France gère ce genre de risque-là. Donc, on l'a vu dans les dernières années avec les inondations. Donc, le Québec a été frappé d'inondations assez importantes. Et on a vu soudainement des regroupements de municipalités, de ministères, etc., qui allaient faire des tournées en France pour voir comment la France organisait les choses. Alors, est-ce qu'on aurait la possibilité d'anticiper certains des enjeux qui pourraient se produire et tout de suite mettre en branle des processus, des échanges, des projets conjoints? Donc, vous avez la slide devant vous. Là, nous attendons vos suggestions par courriel, mais vous pouvez aussi peut-être même les faire déjà dans le chat si vous le voulez. Denis, toi, je ne sais pas si tu as des opinions aussi là-dessus déjà. Moi, je voulais juste te dire un petit mot sur les 4 sessions de webinaire qu'on a tenues. Et je proposerai à Guillaume Simonet, qui est là également, de dire un mot au nom de RECO et de l'Occitanie. Donc, évidemment, je vois qu'à l'échelle régionale, il y a toute une série d'initiatives qui sont prises maintenant parce que c'est quelque part le niveau où s'expriment aussi les styles de vie, où on a prise sur ce qui nous arrive dans une certaine mesure, en lien avec aussi, on sait bien, la mondialisation, etc. Mais je crois que c'est un niveau qui est très important. Et donc, si on peut partager des expériences entre des niveaux régionaux, je trouve que c'est la bonne échelle. Donc, on l'a fait là, au travers de ces webinaires. Mais effectivement, pour la suite, c'est trouver certainement de nouvelles thématiques. Vous allez nous suggérer des choses. On parle beaucoup, nous, des solutions fondées sur la nature, des choses qui sont finalement à portée de main et qu'on ne mobilise peut-être pas de manière assez forte, même si ça demande énormément finalement d'ingénierie et de travail. Et puis, bon, je pense qu'il faudrait aller à terme vers des choses, des projets, j'espère, partagés, des projets d'expérimentation, des projets de recherche, des échanges, pourquoi pas, d'expériences. Donc, voilà, c'est là où on attend vos suggestions et où moi, je suis, voilà, on est tout à fait ouvert et preneur de ce type d'initiative. Et voilà, je ne sais pas si peut-être Guillaume, si tu veux dire un mot par rapport à ce qu'on a fait ces derniers mois avec, dans ce webinaire partagé. Oui, c'est un peu pour compléter ce que tu dis, c'est que moi je trouve qu'il y a toujours des enrichissements de part et d'autre, quels que soient les sujets. À nous effectivement de cibler les sujets qui peuvent être, intéressants pour les deux parties. Je pense qu'on a à peine touché quelques sujets, il y en a bien d'autres, donc c'est à réfléchir. À noter effectivement que cette échelle régionale en France, elle est très importante depuis notamment la fusion des régions depuis quelques années, et donc forcément la France maintenant dispose de régions qui sont quasiment des petits pays et donc se pose la question de la gouvernance, de l'adaptation à ce niveau-là, sachant qu'on n'a pas, dans chaque région, on n'a pas les mêmes compétences qu'au Québec par exemple, mais je pense que ça peut être en évolution. À noter aussi, mais ça c'est pour la petite anecdote, que nous avons des élections régionales justement dans 15 jours et dans 3 semaines et qui vont peut-être changer aussi la donne des gouvernements locaux, enfin régionaux en place, mais qui peuvent être aussi autant d'opportunités de démarrer quelque chose, parce que vous savez bien que au début des mandats, tout est possible, hein, les premières années. Donc, ça peut être aussi l'idée d'essayer de réfléchir à des projets partagés pour les lancer dans les 2 prochaines années, je dirais. Voilà. Parfait. Bien, merci Guillaume aussi pour ce partenariat-là. Alors, donc, je pense qu'on va mettre fin au webinaire, mais je vous invite certainement à prendre en note les 2 courriers électroniques, les 2 courriels que vous avez devant vous, donc celui de Colin et celui de Anne. Encore une fois, j'aimerais remercier les participants, les présentateurs aujourd'hui, donc nos 2 collègues français et 2
collègues québécois et les 3 représentants de l'Institut qui ont fait d'excellentes présentations, très diversifiées. Et donc, en fait, je vous souhaite un bon restant de journée aux gens du Québec et une bonne soirée aux Européens. Merci à tous.